quel circuit cérébral mobilise-t-on pour lire chez l'adulte? Eh bien, voici sur cette diapositive, dans l'hémisphère gauche, quelques-unes des régions qui sont concernées. Et je dirais qu'apprendre à lire pour un cerveau humain, ça consiste à deux choses. Premièrement, créer une représentation visuelle abstraite des mots écrits. Et la région qui est en rouge sur mon diagramme est responsable de cette extraction de la forme visuelle abstraite des mots. Et ensuite, la mettre en connexion, cette représentation, avec les aires cérébrales codant pour les sons et codant pour les sens, qui sont distribuées, ce sont les régions qui sont en noir sur mon schéma, qui sont distribuées dans plusieurs régions de l'hémisphère gauche, et avec chacune sa propre spécialisation. Donc l'apprentissage va consister, à partir d'un système qui traite le langage oral et qui bien entendu continue à se développer chez l'enfant, l'apprentissage de la lecture va consister à introduire un nouvel élément, une représentation visuelle qui se met en connexion avec les régions concernées par le langage oral, à partir, bien entendu, des entrées visuelles. Et ça nécessite une spécialisation parce que les problèmes que pose la reconnaissance des mots ne sont pas les mêmes que ceux que pose la reconnaissance des visages, et la mise en connexion n'est évidemment pas la même. Donc chaque domaine de reconnaissance visuelle va avoir son propre territoire cortical. Alors, une découverte importante de ces dernières années, c'est l'extraordinaire reproductibilité de ce circuit de la lecture. Donc y a-t-il de grandes différences d'une personne à l'autre? On aurait pu penser que oui, eh bien ça n'est pas le cas. Le cerveau ne semble disposer que d'une seule solution pour apprendre à lire, et c'est un circuit extraordinairement reproductible que l'on peut observer maintenant en quelques minutes par l'imagerie cérébrale. Donc chez n'importe lequel d'entre vous qui êtes des bons lecteurs, tous les bons lecteurs activent cette région occipito-temporale gauche. Ici vous avez 7 personnes différentes, on retrouve la même région chez tous, avec une variabilité qui est seulement de l'ordre de quelques millimètres. Non seulement au sein d'une même langue et d'un même système d'écriture, mais même dans diverses écritures du monde, qu'il s'agisse ici de lecture en japonais, que ce soit des kanji ou des kana, donc un système de caractères qui est très différent d'une autre, vous voyez que c'est grosso modo à quelques millimètres près, il y a des petites variations, la même région qui est concernée. Donc le problème auquel le cerveau est confronté pour apprendre à lire est le même chez tous, et la solution qui est trouvée est la même, c'est cette petite région cérébrale qui sert de point d'entrée de la lecture pour la mise en connexion des représentations visuelles avec le reste du système du langage. Alors bien sûr, il va y avoir des petites variations, il y a certaines langues qui sont plus difficiles que d'autres, et notamment donc, si on contraste une langue difficile, peu transparente comme l'anglais avec une langue extrêmement régulière comme l'italien, eh bien on peut voir qu'il y a par exemple plus d'activation cérébrale dans cette région dont je vous parle. Donc elle a besoin de développer des représentations plus élaborées dans certaines langues que dans d'autres, et malheureusement le français est une langue peu transparente. Comment ces circuits se développent-ils? Je dois dire tout de suite que l'imagerie cérébrale chez l'enfant reste une chose difficile et rare, il y a donc peu de données, mais néanmoins il y a quand même suffisamment de données pour pouvoir dire que le développement de cette région cérébrale occipito-temporale gauche et sa mise en connexion jouent un rôle causal dans l'expertise pour la reconnaissance des mots écrits. Donc, si l'on fait de l'imagerie du développement, on va voir que l'activation cérébrale se focalise progressivement vers cette région occipito-temporale gauche entre 6 et 10 ans, mais qu'elle continue à se développer pendant extrêmement longtemps. Et les résultats les plus récents suggèrent que même après l'adolescence, on continue à avoir un processus d'automatisation et d'expertise dans cette région. Donc on apprend à lire en lisant, on met en place évidemment les processus de décodage au départ, mais ensuite il y a un auto-apprentissage et une automatisation progressive dans cette région. Et si l'on mesure la quantité d'activation de cette région, eh bien on va observer une très forte corrélation chez l'enfant entre cette quantité d'activation et les scores de lecture. Donc il y a vraiment une relation 1 à 1, je dirais, entre le développement correct de cette région experte et la capacité de lecture. Et on l'observe également chez les enfants qui ont des troubles de la lecture. L'ensemble des régions temporale inférieure gauche ici est anormalement activée lorsqu'on effectue un examen de neuroimagerie chez l'enfant dyslexique comparé à des enfants normaux, même longtemps après, même chez des jeunes adultes qui ont souffert de troubles de la lecture. C'est vrai dans un ensemble de pays très différents. Et lorsqu'on propose des rééducations spécifiques à ces enfants, il commence à y avoir des travaux de neuroimagerie avant et après rééducation, eh bien on peut observer une remontée de l'activation dans le réseau cérébral de la lecture. Donc ça n'est pas non plus complètement irréversible, il y a une plasticité très importante de ces réseaux, mais leur développement normal conditionne la bonne lecture. Alors,
comment est-ce qu'il fonctionne? Que fait cette région exactement? Comment comprendre qu'il puisse y avoir une région cérébrale spécialisée pour la lecture? Eh bien, on commence à comprendre maintenant que l'ensemble de cette région temporale ventrale, ici c'est un hémisphère gauche qui est vu de dessous, qu'on a retourné comme ça, eh bien, on voit une mosaïque de régions qui sont spécialisées pour différents aspects de la reconnaissance visuelle. Lorsque vous reconnaissez un visage, c'est une région particulière qui va s'activer. La région des mots est juste à côté. Lorsque vous reconnaissez des objets, c'est encore une troisième région. Lorsque vous reconnaissez des lieux, des maisons. Donc une mosaïque de régions qui existe chez tous les primates. Nous sommes des primates. Et qui, par contre, évidemment, doit se spécialiser à la suite d'un apprentissage particulier pour la lecture. Qu'apprend-elle exactement? Eh bien, elle apprend à reconnaître les lettres et les mots dans une écriture donnée. Et j'ai parlé de représentation abstraite au début, c'est un point très important. Il y a une forme d'abstraction de la forme visuelle des mots. Donc, ce qui est appris, ce n'est pas la forme, le contour du mot, pas du tout. C'est une décomposition hiérarchique du mot, de manière à pouvoir le reconnaître de façon très invariante pour des grandes variations de forme. Vous êtes capable de reconnaître tous ces mots, y compris l'un d'entre eux que vous n'avez sans doute jamais vu sous cette forme-là, avec un mélange de majuscules et de minuscules. On peut montrer que cette région cérébrale, très tôt dans le traitement, normalise pour toutes ces variations. Maintenant, je viens à la manière intime dont cette région fonctionne, puisqu'il s'agit bien entendu d'un assemblage de réseaux de neurones, et on essaye de descendre au niveau le plus fin possible dans la compréhension de la manière dont ce réseau fonctionne. Alors, qu'est-ce qui est appris exactement lorsqu'on apprend à lire? Ce que je vous présente ici, c'est un modèle. Mais c'est un modèle plausible compte tenu de la manière dont on sait que cette région fonctionne chez tous les primates. Elle fonctionne de façon hiérarchique, et donc on peut penser qu'il y a une composition hiérarchique de la reconnaissance du mot, avec un niveau qui est commun à la reconnaissance de tous les objets. Nous avons des détecteurs de traits, nous avons des détecteurs de conjonction de traits qui servent à reconnaître les éléments des objets, et à partir de ce niveau, nous avons un développement spécifique à la lecture, avec le développement probable de neurones qui détectent les lettres, qui détectent leur identité abstraite, c'est-à-dire que vraisemblablement on va trouver des neurones, en tout cas on trouve une région cérébrale qui se met à ne plus dépendre du tout du fait que les lettres soient présentées en majuscules, en minuscules, et puis des combinaisons de lettres, et puis des combinaisons de combinaisons qui vont former des morphèmes, comme la terminaison ment ici, qui va servir dans plusieurs mots, et à la fin on va pouvoir accéder à un lexique mental, à reconnaître un mot particulier. Quelques conclusions fortes. D'abord, l'apprentissage de la lecture mobilise un circuit cérébral similaire chez tous. Donc, il devrait être possible d'identifier des méthodes optimales et universelles d'enseignement. Et en première approximation, la variabilité n'est pas si grande. Deuxièmement, ça c'est très clair, la région occipito-temporale ne fonctionne pas par connaissance globale du mot. Ni la forme globale, ni le contour des mots ne semblent être utilisés par cette région. Pourquoi est-ce qu'on a pu parler de reconnaissance globale des mots? Parce qu'on a tous une illusion de lecture globale. On voit un mot, on n'a aucune conscience, et toutes ces étapes dont je vous ai parlé sont non conscientes dans le cerveau. On n'a aucune conscience de l'infinie complexité des opérations qui sont réalisées par notre cerveau pour connaître les mots. Et au fil de l'apprentissage, la lecture devient parallèle. C'est ce que montre ce graphe ici. À différents âges, c'est l'effet sur le temps de réaction du nombre de lettres présents dans les mots. Chez l'adulte, il n'y a plus d'effet du nombre de lettres. Ça veut dire qu'un mot court comme un mot long sont reconnus avec la même vitesse. Le cerveau continue à décomposer en éléments simples, et simplement cette décomposition se fait en parallèle parce que des millions de neurones peuvent travailler en parallèle, et c'est comme ça que le système visuel fonctionne. Il est très probable que l'attention visuelle et aussi l'écriture jouent un rôle important en faisant porter, je dirais, un coup d'amplificateur cérébral sur les éléments appropriés de la manière dont sont organisés les mots écrits. Donc les syllabes, les phonèmes, les graphèmes demandent à recevoir un coup de projecteur attentionnel qu'on sait exister dans le cerveau pour sélectionner les objets appropriés pour la lecture. Nous savons aujourd'hui que la phonologie, donc le système sonore, est au cœur de cet apprentissage de la lecture. Pourquoi? L'enfant sait parler avant d'apprendre à lire. Donc ça, il faut bien le garder en tête. C'est-à-dire, l'enfant possède déjà un lexique phonologique en place. Il connaît une grande majorité de mots sous sa forme phonologique. Et pour apprendre à lire, il faut faire tout simplement l'association entre le langage écrit et le langage oral. Et pour cela, il faut au moins 4 choses. Comprendre que la parole est composée de phonèmes, d'unités sonores plus petites que le mot. C'est la conscience phonologique et c'est effectivement entraîner
à l'école maternelle. Deuxièmement, il faut comprendre que les lettres et les groupes de lettres qu'on appelle les graphèmes correspondent à ces phonèmes. C'est le principe alphabétique. Troisièmement, il faut apprendre les associations entre les unités orthographiques, les graphèmes, et les unités phonologiques, les phonèmes. C'est le déchiffrage, ou en science souvent appelé le décodage phonologique. Et enfin, il faut simplement automatiser ce processus de déchiffrage. Le décodage phonologique est si fondamental pour l'apprentissage de la lecture parce qu'il fournit un mécanisme d'auto-apprentissage avec quelques règles graphèmes-phonèmes, avec très peu de choses finalement à apprendre. Vous pouvez accéder à la quasi-totalité des mots qui sont stockés dans le lexique phonologique grâce au langage oral, quelque chose qui ne nécessite pas d'apprentissage explicite, c'est gratuit, il faut l'utiliser, il faut accéder à ce lexique phonologique. Les comparaisons interlangues confortent l'importance du décodage phonologique. Vous savez, il y a des langues qui sont très irrégulières. L'anglais comporte de nombreuses irrégularités. Dans des mots aussi fréquents comme ball, park, bank, la même lettre A, la même voyelle, peut se prononcer de 3 manières différentes. A dans park, O dans ball, E dans bank. Évidemment, ça pose un problème gigantesque pour l'apprentissage de la lecture en anglais, parce que qu'est-ce que le maître doit enseigner? La lettre A correspond à quoi? À A, à O, à E? Évidemment, c'est extrêmement difficile. Et je vous rassure, en fait, l'anglais est une exception. Toutes les langues alphabétiques sont plus régulières que l'anglais. Dans les langues plus régulières, la tâche est plus simple parce que ici, vous voyez les mêmes mots dans l'allemand. Ici, la lettre A correspond toujours au même phonème A. Évidemment, la tâche de déchiffrage est plus simple. Quelles sont les conséquences de cette irrégularité pour l'apprentissage de la lecture? Voici les comparaisons interlangues qui portaient sur les capacités de la lecture après la première année dans 16 pays de l'Europe, l'Angleterre, Grèce, Finlande, Allemagne et Autriche, Italie, etc., etc. Voilà les résultats. Vous voyez que seuls les petits Anglais ont des problèmes énormes à la fin de la première année pour déchiffrer, pour décoder, pour lire. Ils ne lisent pas plus que 40% correctement. Or, les enfants de tous les autres pays, et surtout des pays qui ont un système d'orthographe plus régulier, le grec, le finlandais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, ils plafonnent déjà, c'est-à-dire à la fin de la première année, ils décodent à peu près 100% de mots correctement. Évidemment, le français n'est pas aussi régulier que le grec ou l'italien ou l'espagnol, et les performances des enfants se retrouvent légèrement inférieures à celles des enfants des langues plus régulières. C'est dû à deux choses. La première, c'est la complexité des graphèmes. Donc en français, vous avez des blocs qui correspondent à des phonèmes qui peuvent être larges, qui comportent de nombreuses lettres, donc qui sont des graphèmes complexes. Ils sont nombreux, donc il faut les apprendre. Donc il y a une charge d'apprentissage de graphèmes qui n'existe pas dans d'autres langues. Et deuxième argument pour le retard des Français à la fin de la première année, c'est la complexité de l'orthographe. Donc la lecture n'est pas si irrégulier. Donc s'ils apprennent les graphèmes en soi ne sont pas si irréguliers que ça. Par contre, c'est l'orthographe qui est irrégulier. Si un enfant ne connaît pas la bonne orthographe du mot « bon », il aurait une dizaine de possibilités de l'orthographier en analogie avec des mots existants comme clan, grand, gant, sans, etc., etc. C'est cette irrégularité qui est très importante en français. Ce n'est pas l'irrégularité dans le sens de la lecture qui est important. Mais dans la mesure où, et c'est tout à fait correct, dans la mesure où lecture et écriture sont très liés, les processus d'orthographe deviennent même un des meilleurs prédicteurs au cours du CP du niveau de lecture. Donc évidemment, dans la mesure où les deux sont très liés, les difficultés en orthographe vont entraîner des difficultés en lecture. Nous avons proposé une théorie d'apprentissage de la lecture où vous retrouvez un peu les principes de base. Au cœur de cette théorie se retrouve le couplage
le décodage, le couplage entre graphie et phonie. Dans les langues régulières, ça peut se faire au niveau graphème-phonème. L'argument, c'est l'économie et l'autonomie. Il y a peu de choses à apprendre et grâce à ces peu de choses, vous pouvez accéder à la quasi-totalité des mots qui sont dans le lexique phonologique. Mais ce couplage va se faire de façon progressive sur des unités plus larges et il peut aussi être enseigné sur des unités plus larges, c'est-à-dire on peut enseigner des correspondances au niveau des rimes, au niveau des syllabes et pourquoi pas pour les mots les plus fréquents au niveau des mots entiers. Ça reste du décodage phonologique même si on utilise des tailles d'unités un peu plus grandes que celles des graphèmes phonèmes. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est le couplage entre le système orthographique et le système phonologique et automatiser ce couplage. Alors, si on considère l'acte de lecture, qui évidemment aboutit à la compréhension du sens du texte, il est évident qu'il faut, d'une part, utiliser des capacités langagières et cognitives, et il faut, bien entendu, parce que sinon c'est tout à fait impossible, reconnaître les mots écrits. C'est qu'en fait, ces deux types de capacités sont indépendants. Dans l'acte de lecture, et c'est vrai pour le lecteur expert comme pour l'apprenti de lecteur, les deux interviennent. Les deux sont nécessaires, aucune n'est suffisante, et la performance de compréhension est en réalité le résultat d'une relation multiplicative entre les deux. Si on prend maintenant le processus de développement, il n'y a plus cette indépendance. Le fait qu'il y ait indépendance dans l'acte de lecture, et ça, je reviens là-dessus, mais que d'autre part, l'ensemble de ces compétences sont nécessaires, devrait nous permettre d'évaluer deux affirmations qui sont souvent présentées à propos de l'enseignement de la lecture. S'il y a indépendance dans l'acte de lecture, il me semble très difficile de conjuguer, mais de faire interagir, pas d'avoir les deux, mais de faire interagir les deux travaux, le travail sur le code et le travail sur le sens. En plus, l'attention n'est pas divisible. Et il y a beaucoup d'études qui montrent que l'alternance de l'attention, l'alternance rapide de l'attention constitue un coût cognitif. Alors, les méthodes traditionnelles d'apprentissage centrées sur l'enseignement des lettres étaient fondées sur l'idée que les lettres représentent des sons. Or, en fait, seules ou en association, elles représentent des phonèmes. Et voici, par exemple, une représentation acoustique du mot camembert. On peut isoler plus ou moins 3 sons. En fait, c'est des syllabes. Les phonèmes, eux, ne sont pas des sons, et ça, c'est tout à fait important. Alors, la première source de difficulté d'apprentissage dans un système alphabétique, quel qu'il soit, et quelle que soit la transparence du code, est la prise de conscience des phonèmes. Et il y a des études sur des enfants prélettrés, sur des adultes illettrés, qui ont montré que le phonème est en fait une intuition d'individus alphabétisés. Et apprendre à identifier un mot écrit parmi des centaines de milliers d'autres est impossible si on ne découvre pas le principe alphabétique. Et si ensuite, ou disons en processus en cascade, mais ça ne vient pas après, acquérir la connaissance du code orthographique particulier de la langue. Donc, le principe alphabétique est la caractéristique commune à tout système alphabétique, et on en a vu ici plusieurs systèmes alphabétiques. Le code orthographique, lui, est sa réalisation dans chaque langue. Alors, sur la base de données scientifiques, je pense qu'on peut dire que les méthodes d'enseignement de la lecture devraient, 1. Tenir compte de la nécessité de faire découvrir à l'enfant le principe alphabétique par des techniques appropriées. 2. Enseigner de manière explicite les correspondances graphème-phonème dans la lecture et phonème-graphème dans l'écriture. 3. Chercher par la pratique du décodage à faire constituer chez l'apprenti un lexique mental orthographique qui permette une lecture automatique et une écriture précise. Et cette séquence, je l'ai déjà un peu évoquée, elle n'implique pas une succession fermée de processus. Il semble raisonnable de les concevoir plutôt en cascade, en fonction notamment des caractéristiques orthographiques et phonologiques des mots. Je vous donne juste un exemple de ce troisième processus.
La situation expérimentale consiste à faire lire un texte qui contient des pseudomots. C'est quoi des pseudomots? Des séquences graphiques qui sont décodables, lisibles, mais qui ne forment pas des mots. Eh bien, dans ce type de situation expérimentale, on constate que 4 expositions sont suffisantes pour obtenir, 6 jours plus tard, une meilleure performance de lecture et d'écriture pour ces nouveaux mots que pour des pseudomots homophones qui n'ont été présentés qu'une fois. Et le fait que cela apparaisse aussi en lecture à voix haute montre qu'il y a eu effectivement un codage phonologique et qu'il ne s'agit pas simplement de familiarisation avec la forme orthographique qui a été répétée. Alors, les méthodes qui mettent en pratique ces 3 idées sont appelées méthodes phoniques. Les activités qu'elles proposent ne doivent pas être les seules dans le temps consacré par l'école à la lecture et à l'écriture. Elles ne sont pas suffisantes par elles-mêmes, mais elles sont nécessaires, comme on l'a vu, et elles peuvent s'inscrire parfaitement dans un contexte ludique. La finalité de la lecture, évidemment, c'est la compréhension, c'est le plaisir de lire. Mais pour arriver à cette finalité, il faut arriver à maîtriser certains mécanismes qui sont automatisés chez nous. Et la plupart des difficultés d'apprentissage de la lecture ne sont pas dues à des problèmes de compréhension. La maîtrise de la lecture nécessite en effet le développement de capacités spécifiques, les capacités d'identification des mots écrits. Or, ces procédures d'identification des mots écrits, chez le lecteur expert, celui qui sait lire, ces procédures sont très rapides et indépendantes du contexte. Et c'est la maîtrise de ce type de procédure qui va permettre à l'enfant d'atteindre un niveau de compréhension écrite égal à son niveau de compréhension orale, en le dégageant du poids d'un décodage lent et laborieux ou de celui des anticipations contextuelles hasardeuses. Il y a 2 voies qui permettent d'identifier les mots écrits. On postule qu'il y a 2 voies. Une voie qui serait une procédure lexicale ou procédure orthographique qui s'appuie sur des unités qui ont un sens, les mots. C'est la seule procédure possible en chinois, parce qu'on ne peut pas décomposer en sous-unités. Et une procédure sublexicale qui s'appuie, ou par médiation phonologique, qui s'appuie sur des unités qui n'ont pas de sens, les lettres ou les sets de lettres, qui transcrivent les phonèmes. Alors, la procédure sublexicale s'automatise très rapidement. Le lecteur expert peut identifier en quelques millisecondes des mots qu'il ne connaît pas. La procédure lexicale n'est pas une procédure visuelle globale. Le lecteur expert a en effet accès en quelques millisecondes aussi, et on a des données à la fois comportementales et de neuroimagerie à ce niveau-là, aux caractéristiques orthographiques, phonologiques et sémantiques des mots écrits. Donc, dans ces quelques premières millisecondes, ce qui montre bien que c'est un automatisme, on a accès à de nombreuses informations qui sont contenues dans des mots écrits. D'abord, sur quoi est-on tous d'accord? Sur quoi y a-t-il un consensus? Pour lire et pour écrire, il faut avoir une connaissance consciente des correspondances entre les graphèmes et les phonèmes. Nous sommes d'accord. Cette connaissance n'est pas découverte spontanément par les élèves. Elle est la conséquence d'un enseignement qui doit être un enseignement explicite. Cet enseignement est d'autant plus efficace qu'il est entrepris dès le début du CP. On est toujours d'accord. Aucune recherche ne permet d'affirmer que la démarche de synthèse soit plus efficace qu'une démarche analytique qui procède par décomposition du mot ou qu'une démarche dite mixte qui va combiner les deux, ou encore d'une entrée par l'écriture. La maîtrise des correspondances graphèmes-phonèmes ne suffit pas à la lecture et à l'écriture. Outre la connaissance des correspondances graphophonologiques, la lecture et l'écriture demandent, je ne vais pas être exhaustif, mais quelques points, un vocabulaire oral suffisant. On ne peut pas comprendre et produire à l'écrit des mots qu'on ne maîtrise pas à l'oral. C'est un travail qui doit être entrepris en maternelle, parallèlement au travail sur la phonologie, dont les différentes interventions ont souligné l'extrême importance.
La lecture et l'écriture demandent également des connaissances qui permettent de traiter les lettres qui ne marquent pas les sons de façon univoque. Donc il s'agit des lettres muettes, il s'agit des lettres qui peuvent se prononcer de différentes façons. Il y a aussi le problème des sons qui peuvent s'écrire de plusieurs manières, certaines marques grammaticales, etc. Ces connaissances nécessaires sont en particulier des connaissances morphologiques qui renvoient à la façon dont les mots sont construits. Les recherches se développent qui montrent l'importance de ce type de connaissances pour la lecture et surtout pour l'orthographe. On est dans une complémentarité entre les deux types d'activités. La lecture et l'écriture demandent également des connaissances sur les marques linguistiques qui permettent d'accéder au sens des phrases et des textes au-delà de l'identification des mots isolés. Il s'agit notamment d'une maîtrise de la syntaxe qui est souvent plus complexe à l'écrit qu'à l'oral, la compréhension y étant moins assistée par des indices extralinguistiques. Enfin, pour devenir un lecteur-écrivain habile, il va falloir automatiser les différents mécanismes. L'automatisation, il y a différentes conceptions sur le décours des mécanismes, mais il y a un incontournable. L'automatisation ne se produira que pour les élèves qui auront une pratique suffisante de la lecture et de l'écriture. Pour que cette pratique soit importante dans la classe et à la maison, il est nécessaire que les activités proposées aux élèves suscitent et développent chez les élèves l'envie de lire.